Mesdames, Messieurs, bonjour. Effectivement, je suis très heureux à plusieurs titres d'être ici pour animer ce colloque, en sachant que la thématique m'intéresse vraiment au plus haut point. Et puis aussi, vous allez voir, il va y avoir beaucoup d'expertise, beaucoup d'informations qui vont être diffusées tout au long de cette journée. Je suis journaliste, rédacteur en chef d'un média qui est dédié à tout ce qui est nouvelles technologies en agriculture, qui s'appelle Agriculture et Nouvelles Technologies, et animateur pour une émission de télé qui s'appelle Power Boost. Alors, le programme étant très riche, je vais appeler de suite Philippe Chéry, qui est pédologue, enseignant, chercheur géoressources et environnement à Bordeaux Sciences Agro. Caractériser un sol, de quoi s'agit-il et pourquoi? Donc, je disais que j'ai le redoutable honneur et privilège de démarrer ce séminaire. Et donc, ce séminaire commence donc par caractériser les sols agricoles, le point sur les technologies numériques. Et donc, ce que je voulais vous dire quand même, avant de démarrer sur ça, c'est que j'ai essayé de vous expliquer d'abord ce que c'est qu'un sol agricole, et vous expliquer aussi comment on va le caractériser. Donc ça, c'est une première partie, et puis j'essaierai après d'expliquer, d'introduire les technologies numériques pour vous expliquer un petit peu les avantages et les inconvénients que nous, on peut en trouver en tant que pédologue. Alors d'abord, qu'est-ce que le sol ? Alors vous savez tous ce que c'est le sol, mais je voulais faire quelques petits rappels. Le sol, c'est une interface entre la biosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère et tout ce qui est lithosphère. Et le sol, c'est comme la peau de la terre. Alors évidemment, essayez de vivre sans peau, vous allez vite voir ce qui va se passer, ou ce qui ne se passera pas d'ailleurs. Et donc le sol est quand même une ressource indispensable. Le sol possède des fonctions écosystémiques primordiales pour l'homme et la planète. Des fonctions qu'on connaît, les fonctions de production de biomasse, aussi bien de biomasse alimentaire que de biomasse non alimentaire, des fonctions de filtration et d'épuration des eaux, et donc permet d'accéder à l'eau potable, des fonctions de stockage de carbone et de réduction de gaz à effet de serre, des fonctions de réservoir de biodiversité, des fonctions également liées à ce qui sont les sols, sont des marqueurs spécifiques de zonage environnementaux. Ce sont des sources de matières premières essentielles pour l'homme. Et enfin, ce sont des composantes essentielles de notions de terroir et de paysage. Alors bien évidemment, toutes ces fonctions ne sont pas exhaustives, on peut en trouver d'autres, mais je voulais vous les montrer pour vous expliquer que le sol est quelque chose d'essentiel. Il est absolument important de les connaître et de les caractériser. Alors maintenant, qu'est-ce qui conditionne ces fonctions? Qu'est-ce qui fait qu'on a des sols qui ont des fonctions écosystémiques spécifiques? Le sol possède des propriétés essentielles. Ces propriétés essentielles, on peut les regrouper en 3 catégories. Des propriétés physiques, des propriétés chimiques et des propriétés biologiques. Alors on peut toujours ergoter, trouver des propriétés supplémentaires, mais en gros, c'est 3 grands types de propriétés qui caractérisent les sols. Alors je ne vais pas toutes vous les détailler, je vais en prendre juste quelques-unes. La réserve utile ou le réservoir utilisable va conditionner l'eau dans le sol pour, en quelque sorte, l'alimentation hydrique des plantes. La capacité d'échange cationique, la CEC, va conditionner le réservoir en cation, l'accessibilité en éléments minéraux. Et puis dans les propriétés biologiques, on va parler éventuellement de l'activité enzymatique qui va conditionner le bon fonctionnement des cycles biogéochimiques. Et puis je ferai quand même un petit aparté particulier pour la matière organique qui recoupe à peu près ces 3 catégories, qui a des fonctionnalités extrêmement importantes dans toutes ces propriétés. Alors la question qui peut se poser, donc vous avez vu un petit peu rapidement ce que c'est qu'un sol. La question qu'on peut encore se poser, qu'est-ce qu'un sol agricole? Un sol agricole, la définition est un peu difficile, mais je vais essayer de vous expliquer quand on parle de bon sol agricole, qu'est-ce qu'on veut dire? Tout simplement, on essaye de dire que c'est un sol qui possède une bonne réserve utile, donc une capacité à absorber de l'eau correcte et à rendre de l'eau correctement, une bonne CEC, une bonne charge en cation et avec une bonne restitution, et puis des cycles biogéochimiques qui fonctionnent correctement. Alors je tiens quand même à préciser que bon sol agricole, moi j'aime pas trop ce terme. Je préfère parler de bon sol pour quelque chose ou de bon sol pour autre chose. Un bon sol à maïs, c'est pas forcément un bon sol à vigne. Et je préfère parler moi personnellement de potentialité de sol ou de vocation des terres. C'est pour moi un peu plus adapté. Alors ce que je voulais dire par là, c'est que le problème de ces sols, on a rapidement vu ce que c'était qu'un sol, même si je suis un peu frustré de ne pas aller un petit peu plus loin, mais enfin le temps nous est compté. Ici vous avez quelques photos, vous avez 8 sols de la région nouvelle, de la région ancienne Aquitaine, et tous ces sols sont très différents. Alors je ne vais pas vous expliquer d'où ils viennent, mais vous voyez que de par leur couleur, la succession des horizons, vous avez des sols qui sont très différents. Et le problème des sols, c'est que c'est une ressource essentielle, mais qui est marquée par une très grande variabilité.
Et donc, cette très grande variabilité et le fait que le sol soit essentiel pour l'homme et pour la planète fait que c'est absolument nécessaire de faire une caractérisation systématique et spatialisée des sols, et notamment des différents sols qu'on peut rencontrer dans nos régions. Alors, la question c'est comment caractériser les sols agricoles. Alors, avant de parler des technologies numériques, je voulais quand même parler des techniques de base, des choses qu'on fait depuis longtemps, qu'on sait faire, et puis qui, ma foi, ont encore une certaine importance et qui peuvent encore être utilisées régulièrement. Alors, avant de démarrer, je voulais quand même vous expliquer que le sol, ça pose quand même un petit problème, c'est que c'est un objet en 3D. C'est un objet qui est à découpage, où on peut faire un découpage vertical, c'est-à-dire il est caractérisé en profondeur par des couches successives qu'on appelle des horizons. Vous avez ici une succession d'horizons caractéristiques d'un pozzo-sol meuble. Et puis, d'un autre côté, c'est un objet qui est également défini dans l'espace avec un découpage latéral ou horizontal. Alors, Guillaume, tout à l'heure, vous en parlera aussi pour différentes raisons, on y reviendra, mais ce découpage latéral caractérise en quelque sorte les sols dans l'espace et c'est la cartographie qui va permettre de connaître ces sols dans l'espace. Alors, comment caractériser maintenant ces sols dans l'espace ? On va faire ce qu'on appelle une cartographie. Alors, je voudrais ici préciser quelques petites choses. On va d'abord parler de la cartographie. Il y a deux types de cartographie. Une cartographie qu'on appelle cartographie raisonnée, ou cartographie par extrapolation, et puis une cartographie systématique. Alors, je vais essayer de démarrer par la cartographie raisonnée pour vous montrer un petit peu comment on fait. Alors ici, vous avez une carte des sols d'une exploitation viticole en Gironde. Alors, cette carte des sols représente sur 93 hectares. Vous pouvez voir avec les différentes couleurs les différents types de sols qu'on peut rencontrer sur cette exploitation. Vous pouvez voir également le parcellaire qui est découpé ici. Vous pouvez voir les courbes de niveau également. Et ce que je voulais dire ici, que vous avez à peu près 17 sols sur 93 hectares à une échelle de cartographie qui est du 2500e. Et ça représente à peu près un sol pour 5 hectares. Alors, comment on a fait cette cartographie ? C'est qu'on a essayé de comprendre comment se distribuer les sols en fonction de caractéristiques du milieu physique, notamment la géologie, la topographie, la végétation, éventuellement d'autres caractéristiques qu'on peut rencontrer. Et on essaye de déduire le sol de ces caractéristiques. Et de fait, en déduisant les sols de ces caractéristiques, eh bien, on arrive à extrapoler le sol par rapport à une observation qu'on peut faire sur le terrain. Alors je m'explique un peu différemment, c'est-à-dire qu'on va regarder un type de sol, on va en reconnaître un, on va voir qu'il se distribue avec une géologie particulière, une topographie particulière, également une végétation particulière, et dans ce cas-là, quand on va retrouver les occurrences dans le paysage ou dans l'exploitation, eh bien on va pouvoir en déduire le type de sol. C'est ce qu'on appelle la mise en place d'un modèle d'organisation spatiale des sols, un MOS, et ce modèle d'organisation spatiale des sols permet une cartographie raisonnée et par extrapolation d'un domaine. Alors, comment on fait ces cartographies ? Alors, ça paraît trivial, mais on revient souvent aux sources. Je crois qu'il faut revenir aux sources pour bien comprendre après les technologies numériques. Le premier outil qu'on a, c'est le sondage à la tarière. Qu'est-ce qu'un sondage à la tarière ? Un tarière à main, tout le monde en a fait éventuellement. On réalise un sondage à la tarière et dans ce sondage, on définit, on regarde des critères de différenciation, la texture, les taches, les couleurs, etc. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les sondages à la tarière sont absolument indispensables parce qu'ils permettent, en cartographie raisonnée, de délimiter les plages cartographiques, c'est-à-dire qu'ils permettent de délimiter les patatoïdes qu'on a pu voir tout à l'heure. Et puis, le deuxième outil qu'on a à disposition, c'est la fosse pédologique. La fosse pédologique, elle est ouverte soit à la main, soit à la pelleteuse, et elle aussi permet de reconnaître les différents horizons, mais elle permet également le prélèvement de ces horizons pour avoir des analyses. Et ici, la fosse pédologique va permettre de caractériser les sols. Si les sondages permettent de définir la délimitation, la fosse pédologique permet de caractériser les sols, avoir une information spécifique pour chaque horizon. Alors si je reviens ici, si j'extrapole un petit peu ce que je dis, en gros, quand on fait une carte des sols, combien faut-il de sondages, combien faut-il de fosses, combien ça va nous coûter, et puis combien de temps de travail par jour ça va demander. Alors ici, vous avez un tableau qui vous rappelle ces différents éléments. Vous avez ici, dans la première colonne, l'échelle. J'ai commencé par des grandes échelles au 2500e, des moyennes au 25 millième et des petites au 250. Et puis vous avez ici, sur la première colonne, le nombre d'hectares par sondage. En gros, ici, vous faites un sondage au 2500e, un sondage tous les 0,1 à 0,2 hectares. Ça revient à peu près 5 à 10 tarières par hectare. Si je vais au 25 millième, ça va être
20 à 5 tarières pour 100 hectares, et puis une tarière pour 200 à 800 hectares au 250 millième. Alors généralement, le nombre de fosses est équivalent à peu près un dixième de nombre de sondages, ou tout au moins on fait généralement une fosse par type de sol repéré. Si je regarde les surfaces couvertes par jour, on a 2 à 4 hectares couverts au 2500e, 100 à 250 au 25 millième et 3000 à 9000 par jour au 250. Et quant aux coûts, j'ai essayé de les réactualiser de 2017. En gros, vous avez des coûts de 250 à 500 euros par hectare au 2500e, 10 à 25 euros pour le 25 millième et 0,2 à 0,6 euros pour le 250 millième. Donc vous voyez que c'est des coûts qui ne sont pas négligeables, c'est des temps de travaux qui ne sont quand même pas négligeables non plus. Et si je reviens à ma cartographie initiale de 93 hectares, en gros, sur cette exploitation viticole, vous avez 470 sondages, 17 fosses pédologiques, 31 jours de terrain, et en moyenne, c'est compris, le coût est entre 25 000 et 45 000 euros. J'ai mis un coût moyen à 35 000 euros. Donc vous voyez qu'on a des coûts qui sont élevés, avec des sondages à la tarière en quantité, des fosses pédologiques qu'il faut décrire. Et donc, vous avez quand même une cartographie qui nécessite du temps de travail important sur le terrain. Maintenant, on va aborder un deuxième type de cartographie qui, je dirais, un peu plus théorique et qui est quelquefois employé par les bureaux d'études, notamment pour la délimitation des zones humides. C'est la cartographie systématique ou éventuellement par interpolation. Alors, cette cartographie, elle est facile à comprendre. Vous avez ici un champ d'études. Ce champ d'études qui est défini de façon théorique ici. On le quadrille avec une grille d'espacement donnée, et puis on fait une observation, un sondage pédologique au centre de la grille, ou éventuellement au nœud de la grille, peu importe. Ça vous donne ici des points ici qui ont des couleurs différentes selon les types de sol. Bon, il y en a 3 ici. Et puis une fois qu'on a défini ces sondages à la tarière, une fois qu'on a défini le type de sol, on fait passer des limites. Ces limites, en quelque sorte, se dessinent soit de façon empirique à la main, soit de façon mathématique, en utilisant des algorithmes mathématiques, ce qu'on appelle l'interpolation, que ce soit l'interpolation classique ou du cligeage éventuellement. Et donc on arrive à délimiter l'espace de cette manière-là. Le problème, c'est qu'on conçoit très très vite que ce type de cartographie se fait sur des petites surfaces, et dès qu'on va aborder des grandes surfaces, on va avoir des quantités d'informations à apprendre sur le terrain qui sont très importantes. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a des moyens, on va le voir, de réduire un petit peu ce nombre d'échantillonnages, mais si on regarde un petit peu en théorie ce que ça représente, en gros, ici, un objectif de cette cartographie, ça va être par exemple de représenter une zone spécifique, que ce soit une zone humide ou une zone contaminée, donc représenter une zone spécifique de taille supérieure ou égale à X mètres pour une mesure cartographiée. Alors, la taille ou égale à X mètres, c'est ce qu'on appelle le grain. Alors, quand on fait ce genre de cartographie, il y a quand même des choses importantes à mentionner. Il y a d'abord la surface. La surface de l'objet qu'on cartographie est extrêmement importante. Il y a l'échelle, le rapport d'échelle, c'est-à-dire le rapport entre les dimensions sur la carte et la dimension sur le terrain. Le grain, qui est la précision, c'est la dimension de l'objet qu'on veut reconnaître sur le terrain. Et puis enfin, le nombre d'échantillons, ce qu'on appelle la résolution. Alors ici, j'ai voulu reprendre ma parcelle, ou du moins mon exploitation de 93 hectares, pour vous montrer un petit peu en théorie ce que ça va donner en termes de quantité d'informations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce type de cartographie, pour toute cartographie généralement, on ne peut pas représenter d'informations de taille inférieure à 4 mm carrés, 2 mm sur 2 mm. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en dessous de cette taille, on a des difficultés pour lire, c'est des raisons de visibilité, d'observation, de compréhension. Et en règle générale, la cartographie fait qu'on ne peut pas représenter des objets de taille inférieure à 4 mm sur 4 mm. Donc si on regarde une échelle au 25 millième par exemple, 4 mm sur 4 mm carrés, ça fait 2 mm sur 2 mm, 2 mm au 25 millième, ça fait 25 mètres. Ça fait 50 mètres, 1 mm 25 mètres, d'accord ? 2 mm, 50 mètres. C'est pour ça qu'ici, qu'au 25 millième, le grain ne peut pas être inférieur à 50 mètres. Et ainsi de suite pour toutes les échelles que j'ai représentées. Donc si on veut avoir une précision mentionnée ici, vous avez le nombre d'échantillons correspondant. Bien évidemment, le nombre d'échantillons théoriques. Vous voyez qu'on passe de 370 au 25 millième à 2300, 9000, et j'ai même pas osé mettre le dernier parce que on est à plus de 37 000. Donc vous voyez qu'on est dans des nombres d'échantillons théoriques qui sont très très importants. Bien évidemment, on peut adapter la stratégie d'échantillonnage pour réduire ce nombre d'échantillons. Bien évidemment, on peut s'arranger à faire de la bibliographie pour récupérer de l'information. Bien évidemment, on peut utiliser des techniques de crigeage, etc. pour diminuer ce nombre d'échantillons. Quoi qu'il en soit,
Ce nombre d'échantillons est absolument très important. Hein. C'est pour vous montrer que quand on fait de la cartographie classique, vous avez un nombre d'échantillons très important. Et dans ces conditions, les technologies numériques deviennent très vite indispensables pour augmenter le nombre d'informations. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Maintenant j'ai essayé d'introduire un petit peu ces technologies numériques et vous expliquer qu'elles sont pratiquement indispensables pour augmenter la densité d'observation. La question que je peux me poser, c'est que est-ce que ces données numériques peuvent remplacer avantageusement les données pédologiques de terrain qu'on a observées? Alors, je ne vous donnerai pas la réponse ici, hein, peut-être qu'on en débattra après par la suite, mais ce que je voulais vous donner comme information, c'est que sur un tableau, j'ai voulu vous expliquer en quelque sorte les avantages et les inconvénients de ces différents types de données. Vous avez les données pédologiques ici en jaune et les données numériques en bleu ici. Et ce qu'on peut voir, c'est que d'abord, si on fait la comparaison entre les deux, évidemment, l'acquisition des données pédologiques est longue, coûteuse et quelquefois pénible. Alors mes collègues un petit peu plus en haut de la salle en savent quelque chose. Quand on va sur le terrain faire des trous à la tarière, des fosses pédologiques, quand il faut descendre à plus de mètres, etc., je vous assure que les bras sont vite en compote et que le matériel s'use rapidement. Alors que les données numériques, évidemment, l'acquisition est plus rapide et souvent plus aisée. Si je regarde le deuxième point, les quantités de données, la quantité de données est généralement limitée de facto par le premier point. Les quantités de données pédologiques sont généralement limitées, alors que les données numériques sont généralement plutôt nombreuses. Alors, le troisième point, c'est qu'en données numériques, on mesure le paramètre directement, en données pédologiques, pardon. C'est-à-dire qu'on a une précision sur le paramètre qui est plus élevée. Par contre, avec des données numériques, la mesure du paramètre se fait de façon indirecte. C'est-à-dire, en gros, on compense l'incertitude qu'il peut y avoir sur la donnée numérique par une plus grande quantité de données. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier aussi, et Guillaume Koulouma en parlera tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas oublier de calibrer ces données, bien évidemment, pour qu'elles soient conformes à ce qu'on veut regarder. En ce qui concerne les données pédologiques, les données pédologiques caractérisent généralement de nombreux paramètres de sol. Quand on ouvre une fosse, on peut revoir plein de paramètres différents. Les données qui caractérisent, les données numériques caractérisent plutôt un seul paramètre. Alors, pas toujours, évidemment, mais ça suscite la discussion, bien évidemment, mais on a un paramètre qui n'est pas forcément exactement représentatif de ce qu'on veut représenter. Et puis enfin, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a quand même une nécessité d'avoir des spécialistes pour l'interprétation, aussi bien dans les données numériques que dans les données pédologiques. Alors pour illustrer un petit peu ça, et toute proportion gardée, quand vous faites une imagerie médicale, il ne vous viendrait pas à l'idée de l'interpréter tout seul, vous allez voir un médecin pour essayer de la comprendre, il va vous l'expliquer. En pédo, données numériques, c'est pareil, il faut avoir des spécialistes pour pouvoir comprendre un petit peu ce que ça représente et faire le retour sur le terrain. Alors j'en ai terminé un petit peu de ma présentation, mais avant de faire ça, je voulais faire une conclusion, rappeler les différents points. Ce qu'il faut d'abord ce qu'on a vu dans ma présentation, c'est que d'abord les connaissances spatialisées du sol et ses propriétés sont absolument indispensables pour une bonne gestion de l'espace, une gestion cohérente, aussi bien en termes de production de biomasse que de problématiques environnementales et d'aménagement de l'espace. Le problème, c'est que ces données, on l'a vu, ces données pédologiques s'avèrent longues, coûteuses et souvent pénibles à obtenir. Et de fait, les données numériques vont être plus faciles et moins coûteuses généralement à obtenir. Et elles vont nettement diminuer les périodes d'acquisition, les phases d'acquisition des données. Alors toutefois, il faut voir aussi que ces données ne mesurent pas généralement directement les paramètres des sols. On mesure un critère, on mesure quelque chose qui se rapporte à un paramètre de sol. Alors ça, c'est un point important parce qu'il faut vraiment, comme je l'ai dit, calibrer ces données. Et puis de plus, ce que j'ai dit aussi, c'est que ces données numériques nécessitent l'intervention de spécialistes pour leur interprétation. Et puis enfin, je voudrais terminer par une chose, c'est qu'on ne pourra pas caractériser l'ensemble des propriétés des sols avec une seule mesure numérique. En quelque sorte, pour pouvoir caractériser l'ensemble des sols, il faudra avoir plusieurs types de données numériques. Voilà. Alors j'en ai terminé, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Je trouvais très intéressant avec notamment l'aspect économique et l'aspect transition et évolution des méthodes. Aujourd'hui, caractériser les sols, quand on voit la pression qui est de plus en plus forte sur le plan économique sur l'agriculture, on va dire, mais aussi il y a des pressions environnementales, etc. Est-ce que c'est la caractérisation des sols? Et c'est une question très, très naïve que je vais vous poser. Est-ce que la caractérisation des sols reste en phase avec l'évolution de l'agriculture? L'évolution agronomique, le manque de temps des agriculteurs, l'intérêt croissant, comment vous voyez? Est-ce que c'est une valeur donc, qui a un futur? Alors vous voulez certainement dire, est-ce que la carto a encore une importance dans les
les exploitations agricoles, viticoles ou autres, ben, la réponse est oui. Hein. Et je dirais même que le sol est souvent une inconnue qu'on ne prend pas en compte. Alors, je regrette ça, mais très souvent, on s'aperçoit qu'on considère les sols comme un support de la production de biomasse. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas trop connu. C'est quelque chose qu'on néglige souvent. La preuve, hein, vous avez des lois sur l'air, vous avez des lois sur l'eau, les lois sur la biodiversité, hein, mais vous n'avez pas de loi sur le sol. Et donc, de fait, ça fait partie de notre travail, aussi bien ici à Bordeaux Sciences Agro que dans les autres écoles d'ingénieurs, mais également dans les chambres d'agriculture. Vous avez Maxime Christen en haut de la chambre de Bordeaux, qui est issu de Bordeaux Sciences Agro, qui travaille beaucoup là-dedans. C'est notre travail de sensibiliser les acteurs de la production au sol, à ses potentialités, à ses caractéristiques, et aussi à montrer en quelque sorte qu'il faut les cartographier, bien les connaître, pour arriver à en tirer la quintessence. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les programmes de cartographie sont, je dirais, pas terminés au niveau du ministère. C'est-à-dire, en gros, vous avez des programmes de cartographie qui caractérisent un petit peu les sols au niveau français. Ils ne sont pas tout à fait terminés. On pense qu'à l'horizon 2020, ils seront terminés. Mais ce sont des cartographies à l'échelle du 250 millième. Il faudra avoir un peu plus de pédologues pour essayer d'avoir des cartographies plus détaillées et pour pouvoir répondre à toutes les questions que se posent les producteurs. Une autre question. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. Moi, je me pose la question de comment est-ce qu'on arrive à faire le lien entre les pédologues qui font ces cartes des sols et qui nous décrivent nos types de sols et les données numériques. Donc, est-ce que ça c'est déjà fait? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, évidemment qu'on fait le lien avec les données numériques. Je ne les ai pas présentées exprès parce que Guillaume, après moi, va en parler beaucoup. On s'est entendu dans nos présentations. Ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de vous montrer le b.a.-ba du boulot. Mais bien évidemment qu'on utilise des données numériques. Bon, moi, pour ma part, j'ai utilisé pendant ma thèse des données géophysiques, des données qui relèvent de l'électromagnétisme. Bon, il y a d'autres types de données qu'on utilise, bien évidemment, et on fait le lien, et on ne peut pas travailler en pédologie sans faire le lien à ces données. Même si elles ne sont pas représentées ici, c'est une volonté d'introduction dans ma présentation pour bien d'abord vous faire comprendre. Ayez bien à l'esprit que j'ai bien voulu vous faire comprendre ce que c'était que le boulot de pédologue de terrain, et que derrière, bien évidemment, nous, si vous avez des techniques qui nous permettent d'éviter de faire des trous à la tarière, de s'exposer les bras, les jambes et tout le reste, bien évidemment qu'on est preneur. Et dans l'autre sens, du coup, est-ce que les gens des données numériques arrivent? Ben, le problème, c'est que, alors, par expérience, on s'aperçoit que, alors, malheureusement, pour avoir travaillé dans ce domaine-là aussi, on s'aperçoit qu'on a tendance à se griser avec les données numériques. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire oh ben, j'ai tout un tas de données, ben, je ne vais pas forcément revenir à la parcelle, je ne vais pas forcément revenir à la tarière, etc. Alors j'ai tendance à dire, mais ça c'est une opinion personnelle, vous me la posez, je vais vous répondre. Moi j'ai tendance à penser que quand on travaille sur une cartographie, les données numériques peuvent réduire fortement le nombre de sondages à la tarière, c'est-à-dire du tiers jusqu'à la moitié, hein, quelquefois peut-être un petit peu plus si on a plusieurs techniques. Mais vous d'abord, vous ne vous affranchirez pas de la définition des sols, c'est-à-dire en gros les fausses pédologiques, vous serez obligé de les faire. Ça c'est indispensable. Je ne connais pas de choses qui permettent de s'en affranchir. Et puis il faut encore quand même faire quelques sondages à la tarière pour revenir sur le terrain, bien évidemment. Jean-Marc Vallée. Oui, Jean-Marc Vallée, GeoCarta. Petit message de quelqu'un que tu connais bien, Michel Dabas, donc du CNRS, de géophysique. Il dit si vous avez le choix entre la géophysique et les sondages, vous ne pouvez pas faire les deux, faites que les sondages. Tout à fait. À la tarière. Hein, et... Pas de remarques? Non. Non, mais tout à fait raison. Michel Dabas, je le connais bien, il était dans mon comité de thèse, donc il n'y a pas de problème. Bon, merci beaucoup pour cette Merci présentation. On vous applaudit à nouveau. Voilà.